He was a remarkable man. I loved him as a father. He was so Derrière la façade étincelante de la splendeur royale, j'ai toujours perçu une tension indicible, un silence chargé de sens que l'on ne perçoit qu'en apprenant à décrypter les non-dits. En parcourant les couloirs du palais, j'observais le monde extérieur qui prônait la tradition, la dignité et la majesté. Mais entre ces murs, je découvrais une toute autre réalité. Une réalité où la force était souvent confondue avec le droit et où le prince Andrew était au cœur d'un système qui laissait son comportement se développer en toute impunité pendant des années. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est l'immense fossé entre l'image publique soigneusement construite et les vérités fragiles et dérangeantes que le personnel murmurait à l'abri des regards. Ces anecdotes, petites humiliations, ordres absurdes, tirades sur des détails qui n'intéressent personne, furent les premières fissures dans le masque royal si soigneusement entretenu. Ce que j'ai entendu à maintes reprises, c'est qu'Andrew n'était pas simplement exigeant comme peuvent l'être peuvent l'être certaines personnalités publiques, mais qu'il croyait sincèrement que tous ceux qui l'entouraient n'existaient que pour lui faciliter la vie. Que révèle-t-on vraiment d'une personne lorsqu'un adulte réveille son valet en pleine nuit parce que le chien a uriné ou qu'un rideau est mal placé? De tels détails peuvent paraître insignifiants, voire comiques, mais leur impact sur ceux qui devaient s'en charger était tout sauf anodin. Je me souviens de membres du personnel évoquant des nuits où la sonnette retentissait non pas pour une urgence, mais parce que le prince trouvait que son oreiller était mal positionné. J'ai alors vu des gens se surpasser par pur devoir sans reconnaissance, sans remerciement, sans espoir que leurs efforts se traduisent un jour par un traitement plus juste. Ce qui m'a peut-être le plus choqué, ce n'était pas tant son comportement que la façon dont il était accepté. Plus personne ne semblait surpris lorsqu'il faisait irruption dans une pièce en hurlant, plus personne ne fronçait les sourcils lorsqu'il employait un langage grossier pour souligner une erreur infime. Comme si cela faisait simplement partie des devoirs envers un prince. Mais pourquoi accepte-t-on une telle humiliation? Pourquoi tant de personnes se sentaient-elles contraintes de rester et de se taire? J'ai trouvé la réponse non pas chez Andrew lui-même, mais dans la structure qui l'a soutenu pendant des années. Dans un monde entièrement fondé sur la hiérarchie, la tradition et l'obéissance, son caractère capricieux n'était pas l'exception, mais presque une conséquence logique. Tout système bâti sur une loyauté aveugle risque d'effacer l'humanité de ses membres. Pourtant, les histoires s'accumulaient, toujours liées par le même fil conducteur. Andrew ne voulait pas simplement de l'aide, il voulait qu'on lui obéisse. Un oreiller mal placé n'était pas une erreur, mais une offense. Un ours en peluche mal positionné était pour lui un manque de respect. J'ai parlé à des membres du personnel qui m'ont confié que leur pouls s'accélérait chaque fois qu'ils entraient dans sa chambre, non par admiration ou par sens du devoir, mais par crainte de l'imprévisibilité. Comment quelqu'un qui n'avait jamais vraiment connu les limites pouvait-il continuer à se comporter comme un enfant qui n'avait jamais appris que ses actes pouvaient avoir des conséquences? Cette question me hantait. Quelqu'un avait-il jamais osé l'arrêter? Ou était-il si profondément ancré dans une culture du privilège que personne ne pouvait distinguer l'humanité du pouvoir? Ce que j'ai commencé à percevoir de plus en plus clairement au fil des années, c'est que deux réalités coexistaient au sein même du palais. D'un côté, le monde que le public voyait sourire, prestations impeccables, chorégraphie parfaite. De l'autre, la réalité chuchotée du personnel contraint de se plier aux caprices d'un seul homme jour après jour, dont la voix pesait plus lourd que leur propre dignité. Certains m'ont confié redouter les quarts de nuit, non pas à cause de la difficulté du travail, mais parce qu'ils ignoraient toujours de quelle humeur serait Andrew. Je me suis parfois demandé comment une institution qui accorde tant d'importance à la tradition et aux valeurs pouvait-elle permettre à une seule personne de les saper de l'intérieur. Plus je me promenais dans les parages, plus je comprenais que son comportement n'était pas une simple lubie, mais qu'il s'inscrivait dans un vaste réseau de silence, de loyauté et de peur. Ses caprices n'étaient pas isolés. Ils étaient supportés, tolérés et parfois même facilités par un environnement habitué à la complaisance. L'image publique d'un prince charmant s'est peu à peu effondrée à mes yeux, laissant place à un homme qui n'avait jamais eu besoin d'apprendre le respect car il l'inspirait de par son titre. Et pourtant, je ne cessais de me demander comment serait-il devenu si quelqu'un avait osé lui dire « ça suffit ». Au cours de ce premier voyage de découverte, il m'est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas seulement de l'histoire d'un homme, mais de celle d'un système qui l'a façonné protéger et a normalisé son comportement. Un système qui a maintenu une façade pendant des années alors que ses fondations commençaient déjà à se fissurer. Que se passe-t-il réellement lorsqu'on porte un masque trop longtemps et qui en fin de compte paie le prix de cette image soigneusement préservée, le prince lui-même, ou ceux qui ont dû vivre avec la réalité qui se cachait derrière? Quand je repense aux nombreuses conversations que j'ai eues entre les murs du palais, je réalise à quel point la culture du silence et de la protection constituait le fondement sur lequel tout reposait.
Ce n'était pas un ordre explicite ni une règle écrite, mais un contrat tacite que tous semblaient comprendre ce qui se passe ici, reste ici, et surtout, personne ne pose de questions. Je n'ai pas tardé à comprendre que ce silence découlait non du respect, mais de la peur, non de l'admiration, mais de la dépendance. Dans ce climat, le prince Andrew n'était pas seulement un membre de la famille royale, mais une figure intouchable, entourée d'un rempart de personnes qui avaient appris depuis des années à réprimer leur instinct de parole. Comment la vérité peut-elle s'épanouir dans un environnement où toute voix est étouffée avant même de pouvoir se faire entendre? Le plus surprenant était la sophistication du système. Personne n'interdisait explicitement la critique, mais chaque regard, chaque changement de hiérarchie, chaque rappel subtil de sa place contribuait à une forme de conditionnement comportemental. Valets, femmes de chambre laquais, agents de sécurité, tous connaissaient parfaitement les limites invisibles. Un seul mot de mécontentement pouvait ruiner une carrière, une remarque mal interprétée pouvait vous priver de logement, de pension, voire de statut social au sein du service. Et lorsque l'on vit dans ce système pendant des décennies, l'obéissance n'est plus un choix, elle devient un instinct de survie. Dans ce contexte, le comportement d'Andrew était non seulement toléré mais encouragé. D'après les témoignages des employés, chaque fois que quelqu'un s'interrogeait sur le caractère excessif de ses accès de colère ou sur l'absurdité de ses ordres, un cadre supérieur glissait invariablement « il est comme ça », une phrase qui simultanément excusait, dissimulait et normalisait. Il était fascinant et troublant de constater la rapidité avec laquelle de tels mécanismes se multipliaient. Comment une seule personne, de par sa position, pouvait devenir intouchable, non pas grâce à ses qualités intrinsèques, mais parce que le système l'y autorisait. Pourquoi son comportement erratique était-il toléré alors que des employés vivaient parfois des semaines dans la peur simplement par crainte de commettre une erreur? Ce qui m'a le plus frappé, c'est le prix personnel payé par ceux qui travaillaient à ses côtés. Je me souviens d'avoir entendu des agents de sécurité raconter qu'ils voyaient parfois des choses inexplicables, mais que leur formation leur interdisait de poser des questions. Ils étaient là pour protéger, pas pour juger. Mais comment protéger quelqu'un sans comprendre de quoi on le protège? Ce paradoxe n'a cessé de me fasciner. Il fallait être présent, mais jamais trop près. Il fallait être attentif, mais jamais interprété. Il fallait servir, mais jamais réfléchir. Cela a contribué à une distorsion constante des responsabilités. Chacun voyait quelque chose, mais personne ne voyait l'ensemble. Et puis il y avait les domestiques et les valets, ceux qui côtoyaient le plus son quotidien. Ils m'ont confié combien ils s'épanouissaient dans ces moments de silence aussitôt brisés par un ordre, une réprimande ou une exigence déraisonnable. Pourtant, j'ai constaté qu'ils ne résistaient jamais ouvertement. Non par consentement, mais parce qu'ils avaient appris depuis des années que le silence était plus sûr que la vérité. Ce rapport chaotique entre la peur et le devoir a soulevé une question en moi: combien d'êtres humains peuvent préserver leur humanité dans un environnement où les émotions doivent être réprimées et où la justice n'est jamais autorisée à se manifester? Cependant, la culture du clientélisme s'étendait bien au-delà des relations individuelles. Elle imprégnait les plus hautes sphères de la hiérarchie institutionnelle. Les services administratifs, les hauts fonctionnaires et les membres de la vieille garde étaient habitués à un certain mode de fonctionnement, les problèmes se règlent en interne, les réputations sont préservées et surtout, la monarchie reste intouchable. Telle était la priorité absolue. Même lorsque les signes s'accumulèrent, indiquant que le comportement d'André était plus qu'un simple trouble-fête, les responsabilités au sein du système se déplaçaient au gré du vent. Chacun y contribua un peu, mais personne ne contribua suffisamment pour engendrer un véritable changement. Ce qui me hante encore, c'est cette question: qui était véritablement responsable? Le prince incapable de fixer des limites, ou l'institution qui n'a jamais osé reconnaître qu'un de ses membres adoptait un comportement inacceptable? J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas de l'histoire d'un seul individu, mais de celle d'une culture fondée sur la loyauté. Une loyauté parfois aveugle. Et l'aveuglement, aussi habilement dissimulé soit-il, engendre toujours une obscurité propice aux abus. Cette obscurité eut cependant une conséquence inattendue. Au fil des ans, le fossé se creusa entre l'image publique d'Andrew et la réalité qui se déroulait à huis clos. Plus le système le protégeait, plus le choc fut grand lorsque le monde extérieur commença enfin à entrevoir la vérité. La société attendait de lui une dignité princière, mais au sein du palais, nombreux étaient ceux qui connaissaient un homme prisonnier de son propre monde illusoire, conforté par des privilèges qu'il n'avait jamais appris à apprécier. Était-il inévitable que cette façade finisse par se briser ? En analysant plus en profondeur la dynamique du silence et de la protection, j'ai compris que ce n'était pas seulement Andrew qui était transformé par le système, mais que c'était le système lui-même qui était transformé. Un cercle vicieux s'est installé, plus il se comportait mal, plus le réflexe institutionnel de protection plutôt que de confrontation se renforçait. Au final, tout le monde y a perdu: le personnel prisonnier de la soumission, un prince qui n'a jamais mûri et une monarchie qui s'est affaiblie en refusant d'assumer ses responsabilités.
Et pourtant, je ne cesse de me demander que se serait-il passé si quelqu'un avait osé dire tout haut ce que tout le monde murmurait, et si le silence avait été brisé avant que le monde ne le fasse à leur place. Quand je repense aux innombrables témoignages que j'ai entendus, je mesure le poids du fardeau qui pesait sur ceux qui ont vécu des années auprès du prince Andrew sans jamais être vraiment vus. Car qui mieux que ceux qui accomplissent chaque jour les tâches les plus banales, les plus intimes et souvent les plus humiliantes de sa vie peut comprendre son véritable comportement? Ce sont les valets, les femmes de chambre, les gardes du corps, l'épine dorsale silencieuse du palais qui m'ont révélé à quel point les tensions engendrées par la présence d'Andrew étaient profondément ancrées. Ils n'étaient ni des râleurs ni des aventuriers. Au contraire, nombre d'entre eux étaient fiers de leur service, fiers de la tradition qu'ils perpétuaient, fiers de leur discipline. C'est précisément pourquoi leurs paroles étaient si poignantes. Car lorsque de telles personnes commencent à craquer, on sait que quelque chose ne va plus à un niveau qu'on ne peut plus ignorer. L'une des histoires qui m'a le plus marqué est celle de Paul le Valet, qui vivait avec une sonnette à côté de son lit, une sonnette qui pouvait sonner à tout moment de la nuit. Ce n'était jamais pour quelque chose d'important, encore moins de vital. Il pouvait s'agir du chien, Bendix, un nom qui suscite encore en moi un mélange d'incrédulité et de pitié, qui avait bougé, ou d'une lumière qui avait vacillé, ou encore du prince qui voulait simplement quelque chose qu'il aurait tout aussi bien pu prendre lui-même. Qu'est-ce que ça fait de voir son existence réduite à exécuter des ordres arbitraires qui semblent n'avoir d'autre but que de confirmer la supériorité de quelqu'un? Paul a un jour confié à ses collègues qu'il espérait qu'un accident de ski enverrait Andrew déraper sur une montagne. Non pas une image, mais une expression née d'années de frustration. Je me suis demandé jusqu'où faut-il descendre pour que de telles pensées deviennent une évidence. Les gardiens avaient eux aussi leurs propres histoires. Bien que leur travail fût axé sur la sécurité et non sur la moralité, ils avaient remarqué des schémas qu'il était difficile d'ignorer. Ils voyaient Andrew partir à des heures indues, en compagnie de personnes qui les mettaient mal à l'aise, vers des lieux dont la signification leur était obscure. Ils n'avaient pas le droit d'en parler. Leur formation interdisait formellement toute interprétation. Mais la tension entre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils étaient censés savoir laissa peu à peu une trace indélébile. Un gardien confia qu'il avait parfois l'impression de devoir être à la fois présent et absent, comme si son travail consistait à voir sans regarder. Jusqu'à quel point une personne peut-elle supporter une telle dissonance cognitive avant que son sens moral ne soit altéré? Les domestiques ont aussi partagé leurs expériences, la plupart du temps à voix basse avec retenue presque honteuse, comme si elles se sentaient responsables du traitement qu'elles avaient subi. Certaines disaient que leurs mains tremblaient en entrant dans sa chambre le matin, non pas par peur du travail, mais à cause du jugement qu'il suscitait. Un oreiller déplacé d'1 centimètre, un pantalon de pyjama mal plié, un ours en peluche de plus de 70 ans, qui ne tenait pas parfaitement droit, le moindre détail pouvait déclencher une explosion. Je me souviens d'une jeune domestique qui disait souhaiter parfois devenir invisible car son regard ne se contentait pas de l'observer, il la jugeait. Combien de ces petites humiliations une personne doit-elle endurer avant que son estime de soi ne commence à s'effondrer? Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est la cohérence des témoignages. Chacun semblait avoir sa propre anecdote, mais le point commun demeurait le même. Andrew ne se comportait pas comme un leader et certainement pas comme quelqu'un conscient de sa position privilégiée. Il semblait détaché de la réalité comme si le monde entier ait été à son service. Certains membres du personnel ont souligné qu'il ne conversait jamais se contentant de donner des ordres. D'autres ont affirmé qu'il ne disait jamais merci, même lorsqu'une personne travaillait de nuit, un service qui aurait facilement pu être considéré comme 3 à la fois. D'où vient ce besoin constant de contrôle? Et quel impact cela a-t-il sur les personnes qui, année après année, ne ressentent ni empathie ni reconnaissance? Les témoignages les plus révélateurs provenaient souvent d'anciens employés ayant quitté le palais depuis longtemps. Libérés du silence, libérés du système qui les tenait prisonniers, ils étaient enfin compris. Une ancienne employée confia n'avoir pris conscience de la toxicité de cette atmosphère qu'après avoir déménagé et constaté que les gens lui parlaient normalement, que le respect n'était pas un privilège rare mais une valeur humaine fondamentale. Le palais lui avait appris à se faire toute petite pour survivre. Cela m'a fait comprendre à quel point l'environnement d'Andrew avait perverti les gens, non seulement leur éthique professionnelle, mais aussi leur vision de l'humanité, leur confiance en soi et leur conception de ce qui était acceptable au travail. Ce qui m'a le plus touché, c'est que nombre de ces personnes soient restées fidèles pendant des années, malgré tout ce qu'elles avaient enduré. Pourquoi? Parce que le palais était leur vie, leur foyer, leur refuge, leur identité. Certains y avaient débuté leur carrière à l'adolescence, avaient grandi au sein même du palais et n'avaient jamais rien connu d'autre. Ils n'étaient pas seulement des employés, mais aussi les habitants d'un monde qui à la fois les encourageait et les emprisonnait. Comment partir quand tout ce que l'on est, tout ce que l'on possède, tout ce que l'on comprend est intimement lié à un seul lieu?
L'ensemble des témoignages dressait un tableau terrifiant, un homme prisonnier de son arrogance, un personnel réduit au silence et un système qui perpétuait ces deux réalités. Cela m'a amené à réfléchir: que se passe-t-il lorsque les proches d'une personne influente n'osent plus parler et que ceux qui osent s'exprimer ne sont plus entendus? Combien de vérités restent-tu? Lorsque je compare le comportement d'Andrew à l'âge adulte avec ses souvenirs d'enfance, je comprends de mieux en mieux à quel point ses actions ultérieures sont profondément ancrées. De tels schémas ne se développent pas spontanément. Ils sont façonnés, nourris et renforcés pendant des années par un environnement qui refuse d'imposer des limites. Malgré tout ce que je sais, je suis encore stupéfaite de la précocité de ces signes. Dès son plus jeune âge, le personnel décrivait un garçon moins curieux ou espiègle qu'avec une tendance presque instinctive à la domination. Il ne s'agissait pas des taquineries d'un enfant en quête d'attention, mais du comportement de quelqu'un qui voulait gagner à tout prix. La question qui me taraude est: comment un enfant à qui l'on n'a jamais dit non devient-il un adulte qui se dérobe à toute responsabilité? Les récits qui circulaient sur ses interactions avec le personnel étaient effroyables. Alors que les autres enfants apprenaient que leurs actes avaient des conséquences, Andrew semblait avoir appris que chaque erreur, chaque petite fantaisie cruelle, chaque acte d'égoïsme était simplement ignoré ou minimisé par un sourire. J'ai entendu dire que même tout petit, il se moquait des gardiens, non par curiosité, mais par frustration, lorsqu'ils ne réagissaient pas à ses provocations. Il faisait des grimaces, des gestes obscènes, et parfois les bousculait violemment. Et lorsqu'ils restaient immobiles, fidèles à leur rôle, ils s'emportaient davantage comme si leur sérénité était une offense personnelle. Qu'advient-il d'un enfant qui n'a jamais compris que les autres ne sont pas des jouets, mais des personnes avec des limites? L'une des révélations les plus choquantes concernait son comportement envers les animaux. Plusieurs membres du personnel ont décrit comment il donnait des coups de pied aux chiens qui n'allaient pas assez vite ou frappait les chevaux avec des bâtons juste pour observer leurs réactions. Même pour un jeune enfant, un tel comportement est inquiétant, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la réaction des adultes qui l'entouraient. Il n'y a pratiquement eu aucune conséquence. Hormis un incident où les garçons d'écurie l'ont littéralement poussé dans un tas de fumier par pur désespoir, personne ne semblait le réprimander de façon constante. Comment un garçon peut-il développer de l'empathie si personne ne le corrige jamais lorsqu'il est cruel ? La dynamique familiale y a inévitablement contribué. Tandis que son frère Charles bénéficiait d'une discipline et d'un développement intellectuel, et Can apprenait à composer avec les attentes du monde, j'ai entendu dire qu'Andrew était souvent traité comme le préféré. Un enfant qui pouvait se permettre toutes les fantaisies, car son charme convainquait les adultes que son comportement n'était qu'une passade. Mais certaines passades ne disparaissent pas lorsqu'elles sont récompensées. Son jeune frère Edward était régulièrement la cible de ces brimades, bousculades, humiliations, remarques acerbes ou simplement le plaisir d'exercer son pouvoir sur quelqu'un de plus petit et de plus doux. Ce schéma manifeste dès son plus jeune âge à façonner ses relations d'adulte, la domination sur le dialogue, le contrôle sur le respect, l'impulsivité sur la réflexion. Même à l'école, rien ne changea vraiment. Si Gordon Stoun est réputé pour sa discipline stricte, Andrew semblait déterminé à s'en affranchir. Les professeurs le décrivaient comme têtu, trop sûr de lui et indiscipliné. Ses camarades lui donnaient des surnoms qui reflétaient davantage la peur que l'admiration. Là où les autres apprenaient à coopérer et à surmonter l'adversité, Andrew avait surtout compris que les règles n'étaient qu'une chose que les autres suivaient. Sa rébellion était dénuée de sens. C'était une démonstration de force, la preuve qu'il pouvait toujours repousser les limites sans être puni. Quand j'observe sa vie d'adulte, je retrouve les mêmes schémas récurrents, quoique sous des formes plus complexes. Son obsession pour les ours en peluche, des dizaines d'entre eux disposés sur un lit, selon des instructions strictes, semble presque enfantine, mais elle révèle quelque chose de bien plus profond. Un développement émotionnel qui n'a jamais atteint sa pleine maturité. Ce besoin de contrôle au millimètre près suggère que ce n'étaient jamais les ours en eux-mêmes qui comptaient, mais plutôt le désir d'un environnement où tout se déroule exactement comme il le souhaite, sans aucune résistance. Le comportement d'un garçon qui n'a jamais appris que les autres sont des individus à part entière et non des objets à manipuler. Ce à quoi j'ai dû me résoudre à maintes reprises, c'est que ses comportements n'étaient pas uniquement dus à sa personnalité, mais à un système qui, pendant des années, a renforcé sa conviction d'être supérieur au monde qui l'entourait. Un système où le personnel apprenait à se taire, les parents à le protéger et les institutions à étouffer l'affaire. Les petites cruautés de son enfance n'ont jamais été évoquées. Les incidents gênants n'ont jamais été perçus comme des signaux d'alarme. Tout le monde observait, mais personne ne regardait vraiment. Pourtant, je me demande souvent, Andrew aurait-il évolué différemment si on lui avait fixé des limites claires dès son plus jeune âge? Un simple acte concret et non symbolique aurait-il suffi à lui faire comprendre que ses actes avaient des conséquences?
Ou bien était-il déjà façonné dès le départ par une combinaison de tempéraments de privilèges et d'une culture qui le plaçait sur un piédestal qu'aucun être humain ne devrait jamais occuper? Ce dont je me souviens le plus, c'est du peu de place laissée à l'introspection au sein de ce système. Un enfant qui n'apprend pas la responsabilité devient un adulte qui la fuit. Un garçon qui n'apprend jamais à écouter devient un homme qui ne fait que donner des ordres. Et un jeune qui n'a jamais l'occasion de se voir fixer des limites ne les respectera jamais plus tard. Cette évolution n'est ni une coïncidence ni un incident, mais la conséquence logique d'années de négligence en matière d'encadrement. Les témoignages des membres du personnel qu'il avait connus depuis son plus jeune âge ont dressé un portrait troublant. Non pas celui d'un enfant démoniaque, mais celui d'un garçon qui avait besoin d'un encadrement bien plus poussé que celui qu'il a reçu. Cet encadrement aurait pu lui éviter de futurs scandales ainsi qu'à d'innombrables personnes qui ont souffert de son comportement au fil des ans. Que se passe-t-il lorsqu'une personne n'a jamais à grandir? Que reste-t-il alors sinon un corps qui vieillit et un esprit qui reste figé? En rassemblant les nombreux témoignages et observations concernant André, je perçois un schéma qui dépasse largement les murs du palais ou les interactions quotidiennes avec son personnel. Car si les petites cruautés, les accès de rage et le besoin obsessionnel de contrôle dressent un tableau inquiétant, ils ne font qu'effleurer un problème bien plus profond. Ce n'est que lorsque les accusations publiques les plus graves sont mises en lumière que la situation devient véritablement effrayante. Je me souviens de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai compris que ces histoires avaient dépassé le cadre des dynamiques internes du palais pour entrer dans la sphère des scandales internationaux et des confrontations juridiques. Comment une série de comportements ignorés pendant des années a-t-elle pu aboutir à l'une des plus grandes crises de réputation de la monarchie moderne ? Au cœur de cette crise se trouvait le nom de Virginia Giuffre, un nom qui, à chaque nouvelle révélation, pesait davantage sur l'image du prince. Ces accusations étaient non seulement choquantes, mais elles correspondaient aussi étrangement au schéma que le personnel décrivait depuis des décennies, le comportement d'un homme habitué au silence à qui l'on ouvrait des portes, dont les accords restaient opaques et dont les désirs étaient exaucés sans discussion. Lorsqu'elle a rendu son histoire publique, le monde a semblé soudainement entrevoir un courant sous-jacent obscur, longtemps soupçonné au sein du palais, mais jamais évoqué. À ce moment-là, je me suis demandé, était-ce inévitable ? Était-ce la conséquence logique d'années de pouvoir illimité et de protection tout aussi illimitée? Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle le système qui l'avait protégé pendant des années s'est effondré dès que son comportement a été révélé au grand jour hors du cadre judiciaire. L'interview de la BBC, ses dénégations maladroites, la rigidité inhabituelle avec laquelle il répondait aux questions cruciales. Tout indiquait qu'Andrew n'était pas préparé à un monde où sa parole ne serait plus crue sur parole. Pour la première fois, il ressentait le poids d'une véritable responsabilité. Et pourtant, il semblait incapable de saisir la gravité de la situation. Il parlait de amitié honorable, de ne jamais transpirer, de ne pas se souvenir, de ce que beaucoup considéraient comme des faits indiscutables. Pour moi, c'était une douloureuse confirmation. Lorsqu'on a vécu si longtemps sans limite, on perd la capacité de reconnaître une crise et encore moins de la gérer. Mais les accusations de Giuffre n'étaient pas isolées. Elles ne représentaient qu'un fil dans un réseau de signaux inquiétants remontant à plusieurs années auparavant. Des voyages d'affaires au but inconnu, des fréquentations dont la réputation s'est avérée douteuse, par la suite des réunions à huis clos dont même les agents de sécurité ne comprenaient pas la nécessité. Autant de pièces d'un puzzle qui, prises individuellement, auraient pu être insignifiantes, mais qui ensemble formaient un tableau troublant. De nombreux officiers ont déclaré par la suite avoir eu l'impression de voir quelque chose sans qu'on les y autorise. Cette expression m'est restée en mémoire car elle résumait parfaitement comment une culture du silence a occulté les malversations non seulement au sein du palais mais aussi à l'extérieur. Ce qui m'a le plus frappé personnellement, ce sont les similitudes entre les témoignages de son personnel et les accusations plus graves qui ont émergé. À première vue, les commandes tardives, les accès de colère concernant des oreillers et l'obsession pour les ours en peluche semblent n'avoir aucun lien avec de sérieuses poursuites judiciaires. Mais en y regardant de plus près, on constate que tout cela provient d'une même source, une conviction profondément ancrée que les gens n'existent que pour satisfaire ses désirs. Une mentalité où la volonté d'autrui n'est jamais un obstacle car il n'a jamais appris à la prendre en compte. C'est précisément ce mécanisme qui le rend vulnérable au franchissement des limites morales. Non pas nécessairement par malice, mais parce que les limites n'ont tout simplement jamais fait partie de son univers. Pourtant, alors que la pression extérieure s'intensifiait, certains employés continuaient de s'interroger sur leur propre rôle dans cette situation. Certains se demandaient s'ils auraient dû intervenir plus tôt. D'autres se sentaient coupables d'être restés silencieux pendant des années malgré l'accumulation des signaux d'alarme.
Mais peut-on vraiment attendre des individus au sein d'un système aussi rigide et hiérarchisé qu'ils assument la vérité? Quand même, les managers préfèrent la protection à la confrontation. C'est une question complexe que je me suis souvent posée: dans quelle mesure un individu est-il responsable de la destruction d'une culture bâtie sur des générations? Ce qui continue de me fasciner le plus, c'est que le bouclier institutionnel qui entourait Andrew n'est cédé que sous la pression publique, jamais suite à une introspection. La monarchie, si jalousement soucieuse de préserver ses traditions et sa réputation, n'avait jamais anticipé que ce silence, une fois révélé, puisse causer des dégâts bien plus importants que n'importe quelle agitation interne. La façade si impeccable depuis des années s'est finalement brisée comme du verre secoué sous une tension trop longue. Une question me taraude: que se serait-il passé si le palais avait assumé ses responsabilités plus tôt? La crise aurait-elle été moins grave ou était-elle inévitable? Car le système lui-même n'était pas conçu pour tolérer l'honnêteté. Pourtant, cette tragédie nous éclaire sur le fonctionnement du pouvoir lorsqu'il n'est pas contrôlé. Les accusations les plus graves ne sont pas apparues par hasard. Elles étaient la version amplifiée de schémas observables depuis des années, mais jamais corrigés. Cela démontre clairement que l'absence de limites claires est non seulement dangereuse au niveau individuel, mais rend également une institution vulnérable au scandale même qu'elle s'efforce désespérément d'éviter. C'est peut-être là le comble de l'ironie: les protections censées garantir la stabilité ont finalement engendré la plus grande instabilité. En lisant ces récits, je me demande combien d'autres vérités restent encore cachées derrière des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Combien de signaux avons-nous ignorés? Quelle a été l'ampleur de ces actes? Et plus troublant encore, combien de ces événements auraient pu être évités si une seule personne avait osé dire « ça suffit ». Plus j'analysais le comportement d'Andrew, plus il devenait évident que les problèmes qui s'accumulaient autour de lui ne provenaient pas d'un seul homme, mais d'un système qu'il avait façonné, protégé et finalement affaibli pendant des années. C'était un système fondé sur la tradition, la loyauté et une hiérarchie absolue, et ce sont précisément ces éléments qui rendaient presque impossible la détection et la correction des abus. En rassemblant les pièces du puzzle, j'ai découvert que le cœur du problème ne résidait pas dans ce qu'était Andrew, mais dans ce qu'il était devenu, grâce à un cadre institutionnel qui étouffait toute forme d'honnêteté ou de critique. Après tout, comment une personne peut-elle apprendre à assumer ses responsabilités lorsqu'une structure entière est constamment conçue pour l'en exempter? Le système de protection d'Andrew opérait de manière subtile mais implacable. Personne n'affirmait ouvertement qu'il était au-dessus des règles, mais chaque interaction, chaque regard réservé, chaque transfert de responsabilité contribuait à ce sentiment d'invulnérabilité. Les employés, témoins d'événements troublants, savaient qu'ils devaient se taire. Les officiers supérieurs, conscients des schémas récurrents, privilégiaient la réputation à la protection des victimes ou du personnel. Même les membres de sa famille semblaient pris au piège de la loyauté et des traditions où l'intérêt général primait toujours sur la justice individuelle. Combien de situations sont restées lettres mortes à cause de cela? Combien de voix ont été réduites au silence avant même d'avoir pu se faire entendre? La structure du palais était un labyrinthe où chacun connaissait son rôle, mais rares étaient ceux qui savaient s'en échapper. Les jeunes employés apprirent vite que leur carrière, leur logement et même leur identité dépendaient du respect de règles tacites. Le silence offrait la stabilité. Parler, c'était s'exposer à l'incertitude. Et c'est précisément pour cette raison que le comportement d'Andrew fut non seulement toléré, mais aussi perpétué par un réseau de personnes cherchant à se protéger dans un monde où la hiérarchie les opprimait. Mais était-il juste d'attendre d'eux qu'ils rompent le silence alors que l'institution qui les entourait ne laissait jamais de place à la vérité? J'ai constaté que beaucoup d'employés étaient rongés par la culpabilité après coup. Ils se demandaient s'ils auraient pu faire quelque chose, s'ils auraient dû parler. Cela me brisait le cœur car il était évident que la responsabilité ne devait pas leur incomber. Leur silence n'était pas dû à la lâcheté, mais à l'instinct de survie. Dans un système fondé sur le devoir et la discipline, la voix individuelle s'éteint peu à peu. Et lorsque cela se produit sur plusieurs générations, une culture se développe où les abus peuvent prospérer sans que personne n'ose s'exprimer. Ce que je comprenais de plus en plus douloureusement, c'est qu'Andrew était sans doute le produit d'un système jamais conçu pour reconnaître publiquement les vulnérabilités ou les erreurs. Un système qui confondait dignité et infaillibilité et qui considérait que tout problème trop grave devait être étouffé, déplacé ou ignoré. Ce système protégeait le prince non seulement du monde extérieur, mais aussi de lui-même. L'homme qu'il est devenu a été façonné en partie par l'absence de critique de limites de contact avec la réalité. En ce sens, sa chute n'est pas seulement de sa propre responsabilité, mais aussi le tragique effet d'un système qui ne lui a jamais donné les outils de son développement moral. Mais même au sein de ce système, il y a eu des moments où la façade a commencé à se fissurer. Lorsque des scandales ont éclaté, lorsque des employés ont démissionné après des années de loyauté, et ont finalement pris la parole lorsque l'indignation publique est devenue trop forte pour être ignorée. C'était comme si l'institution avait agi par réflexe, non pas pour assumer ses responsabilités, mais pour limiter les dégâts.
Andrew a été temporairement mis à l'écart non pas en guise d'aveu de culpabilité, mais dans le cadre d'une stratégie médiatique. À ces moments-là, j'ai constaté l'immense fossé entre l'image et la réalité. Pourquoi fallait-il toujours que ce soit le monde extérieur qui contraigne le système à agir? Aujourd'hui, en repensant à toutes ces couches de silence protecteur, je vois un homme devenu ce qu'il était parce qu'on ne lui a jamais appris que les limites existent réellement. Quelqu'un qui n'a pas compris que le respect se gagne, il ne s'impose pas. Quelqu'un qui n'a pas vu que la loyauté n'est pas un devoir automatique, mais le fruit de la réciprocité. Son histoire n'est finalement pas une tragédie isolée, mais l'illustration de ce qui se produit lorsque le pouvoir n'est pas contrôlé, lorsque les erreurs restent impunies et lorsque les institutions privilégient la tradition à la vérité. Ce qui m'intrigue le plus, c'est cette question lancinante: combien d'autres histoires restent enfouies sous ce même système? Combien d'autres personnes ont été façonnées par cette même dynamique de privilèges sans responsabilité? Et surtout, une structure bâtie sur le silence et la protection est-elle seulement capable de se réformer lorsque le monde l'exige? Car lorsqu'un homme chute, ce n'est jamais une seule illusion qui se brise. Toute la structure qui l'entoure révèle sa véritable nature, une façade soigneusement polie dont les fissures ne se dévoilent que lorsqu'on ose enfin